C'est sur ce chaland qu'il m'a été donné pour la première fois de mesurer ce que vaut la vie humaine, si l'on peut dire. Je réalisais que ma vie n'avait aucune valeur, que je n'étais rien, un zéro absolu. Si j'étais mort, ça n'aurait eu aucune importance. Ça aurait été un événement sans importance aucune. À l'automne 1949, quand les premiers prisonniers arrivèrent finalement à Yermakova, une minuscule colonie, un hameau de l'Arctique, qui devait être le terminus oriental de la ligne, ils ne trouvèrent rien, ni route, ni baraquement, ni matériaux de construction, rien que des pelleteuses, des pioches et des rouleaux de barbelés. Le projet de la grande voie ferrée Staline était contrôlé depuis Moscou et mené à bien à l'extrême limite de sa circonscription. La pression pour commencer les travaux était si forte que les ingénieurs n'avaient pas encore fini d'effectuer les levées topographiques quand les premiers prisonniers arrivèrent. Alexandre Babozyi, ingénieur supérieur des travaux publics et bâtiments et principal maître d'œuvre, se rappelle dans ses mémoires. Je pensais qu'il serait facile de construire cette ligne de 1300 km de long. Mais mes illusions furent bientôt balayées. D'emblée, on avait pris du retard sur tout, sans parler du temps gaspillé à faire débarquer les prisonniers des chalands en leur pratiquant à chacun une fouille au corps poussé. Les gardiens inspectaient les prisonniers sans se presser, avec leurs mitrailleuses et leurs chiens, délimitant la zone avec des balises. Le terrain autour des prisonniers, du permafrost, fut bientôt envahi par une masse grise de moustiques. Gennady Stroganov fut condamné à 7 ans de camp pour une farce d'adolescent. Il avait volé une bouteille de vodka. On nous a éparpillés sur la toundra. On était plongés jusqu'aux genoux dans les marécages. La toundra ressemble toujours à ça l'été. Ils nous conduisirent ainsi jusqu'à une espèce de terre-plein, un espace surélevé. Il n'y avait rien là, hormis 4 poteaux. Construisez-vous un enclos, nous ont-ils dit. Alors on a commencé à cogner dans les poteaux pour les relier par du fil de fer barbelé. Et vous ferez du mieux que vous pourrez sur la terre nue, nous ont-ils dit. Après l'horrible voyage qu'on avait fait, ça faisait du bien de se retrouver à l'air pur. Pour moi, c'était comme des vacances, mais ça n'a pas duré longtemps. Le lendemain matin, le fracas métallique des rails annonça le début des travaux. Ils nous ont mis en rang à coups de matraque et nous ont battus jusqu'à ce que l'on forme des lignes droites. Puis, ils nous ont fait marcher au pas. On mourait littéralement de faim. Et ça a duré comme ça pendant plus d'1 mois. On était faibles et épuisés. Cependant, on continuait à travailler 8 heures par jour. Notre travail consistait à enlever du sable gelé à la pelle. Rien qu'au bout d'1 heure déjà, nos mains étaient recouvertes de sang. Alors ils nous ont donné des gants, mais ça ne nous aidait pas du tout. Car quand les cloques s'ouvraient, notre peau s'arrachait et on saignait de plus belle. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Si on arrêtait de travailler, ils lâchaient leurs chiens sur nous. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé le premier jour. Mais l'homme est ainsi fait. Il s'adapte à tout. Les jours passaient et par je ne sais quel miracle, on continuait à travailler. Ce qui me causait le plus de tracas, c'était de tenir l'équipement au sec.
Le seul moyen d'acheminer les matériaux sur le lieu de construction, c'était de les transporter à travers les marais sur des chevaux montés par les prisonniers qu'on appelait les zecs. Les prisonniers avaient l'air sauvages avec leur corps dévoré par les moustiques. Les marécages faisaient que leur habit n'était jamais sec. Ils dormaient souvent perchés sur des arbres, car là-haut, il y avait moins de moustiques et de moucherons. Les moucherons sont plus petits que les moustiques, mais beaucoup plus terrifiants. Ils peuvent se faufiler où ils veulent. On a beau se recouvrir de sa veste, ils réussissent quand même à passer. C'était terrifiant, vraiment terrifiant. On s'enroulait dans tout ce qu'on trouvait, sinon ils nous auraient mangés vivants. Les moustiques fournissaient une grande distraction. Ainsi, les gardiens avaient inventé une punition spéciale pour forcer les zecs à travailler. Quand ils trouvaient qu'il y en avait un de flemmard, ils lui ordonnaient de se mettre nu et l'attachaient à un poteau en bois. Quelques minutes plus tard, son corps devenait une masse noire grouillante d'insectes. Si l'expérience ne le tuait pas, le prisonnier était tiré jusqu'au camp, inconscient, à la fin de la journée. Alexandre Pabosi. Les camps ne portaient pas de nom, mais des numéros. Il y en avait tout au long de la ligne, à raison d'un tous les 6 km en moyenne. Ils avaient délimité la zone de travail par une frontière. Chaque être vivant sur cette terre a ses besoins biologiques. Un jour, un homme demanda, comme d'habitude, à quitter la zone de travail pour aller faire ses besoins un peu plus loin. À peine s'était-il éloigné qu'on entendit un coup de feu. Il l'avait abattu. Entre nous, les rumeurs ont commencé à courir que les gardes gagnaient un jour de congé à chaque fois qu'ils en abattaient un qui avait essayé de s'enfuir. Et il suffisait qu'on quitte la zone de travail pour être considéré comme un fuyard. Même si on avait pu courir, où pouvait-on fuir? Il n'y avait nulle part où aller. La zone interdite s'étirait sur des milliers de kilomètres. C'était comme un camp dans un camp, des gardiens surveillant nos propres gardiens. Pour toute nourriture, on avait du pain et un peu de gruau, ce qui n'était pas du tout adapté aux conditions climatiques. On devenait de plus en plus maigre et la tête commençait à nous tourner. On commence par tituber jusqu'au moment où on finit par tomber. On essaye de soulever quelque chose. Quand tout d'un coup on n'y arrive plus, on n'a plus assez de force. Et personne vers qui se tourner. Les hommes les plus forts mouraient en premier, accoutumés ou non au travail de force. À nourriture égale, c'est-à-dire avec la ration standard du camp, un intellectuel maigrichon survivait plus longtemps que certains des géants campagnards. Pour mieux manger, il fallait mieux travailler. Or, pour mieux travailler, il fallait être mieux nourri. L'homme est une créature étrange. Il aime avoir une bonne idée de lui-même et pense avant tout à lui-même comme à un être cultivé et civilisé à l'âme pure. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans des conditions extrêmes comme celle-ci, la plupart des individus retournent à l'état primitif. La faim, c'est une chose. On peut tenir plusieurs jours sans manger. Mais là, il s'agit de plusieurs mois pendant lesquels vous ne mangez quasiment pas, pendant lesquels la famine vous ruine le corps et atteint le cerveau.
Je mesure 1,74 m et je ne pesais plus que 51 kilos. On pouvait littéralement me tirer la peau qui se décollait des os. Mes rêves se teintaient de cannibalisme et d'érotisme. L'amour et la faim s'y confondaient, retournant à leur source commune d'origine. Sortaient du fond de mon subconscient des images de femmes faites de chair fraîche dans lesquelles je mordais à pleines dents, jusqu'à ce qu'elles rient aux larmes, des larmes de sang et de lait. Jusqu'à ce qu'elles prennent ma tête brûlante dans leurs bras, sentant comme 2 miches de pain frais. Je me réveillais alors, épuisé et recouvert de sueur. Les autres dormaient du sommeil fiévreux des gens souffrants. Deux fois, j'ai été au bord du gouffre. Je cessais de m'en faire. Plus rien n'avait d'importance à mes yeux. Ni père, ni mère, ni enfant, ni même la vie. Quant à la culture et au théâtre, mon Dieu, cela faisait 10 ans que je n'avais pas lu un seul livre. Je ne pensais plus qu'à la nourriture. Je me réveillais le matin et je m'imaginais, si j'étais libre, je me serais levé à 6 heures. Non, 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 pas à 6, à 5 heures du matin. Je me serais levé et j'aurais mangé, j'aurais refait un petit somme et puis j'aurais remangé. Je me demandais jamais comment je me serais procuré de la nourriture, ni comment j'aurais gagné de l'argent. Ma seule obsession, c'était la nourriture, ce qu'elle serait. Un morceau de ceci, un morceau de cela. Pas des mets aussi délicats que le lait, des œufs ou des fruits. Non, juste du pain, du bon pain blanc et frais. Ah oui, la graisse de machine. Un tonneau fut immédiatement encerclé par une flopée d'hommes affamés qui attaquèrent le couvercle avec une pierre. Ils avaient tellement faim qu'ils crurent que la graisse de machine était du beurre envoyé par les Américains en pré-bail. Et le temps que la sentinelle éparpille la foule d'hommes affamés et épuisés à coups de fusil, il restait moins de la moitié du contenu du tonneau. Ensuite, ceux qui avaient eu la chance de toucher à la graisse se léchaient encore les doigts des heures après. Finalement, il n'arriva rien de terrible à ceux qui avaient trempé leurs mains dans le tonneau. Entraînés à la vie des camps, les estomacs et les intestins se révélèrent capables de digérer la graisse de machine. Nous savions que nous étions en train de mourir, à force de nous affaiblir. On pensait toujours que notre état ne pourrait empirer, et pourtant, il le pouvait encore. Je l'ai vérifié sur moi-même. Pour aller vers la zone de travail, on marchait en colonne et on était 5 par rang. Moi, je tanguais d'un côté, puis de l'autre, quand tout d'un coup, je ne voyais plus rien devant moi. Je ne savais plus où j'étais, ni qui j'étais. Ça m'est arrivé plusieurs fois, et à chaque fois, je pensais, si je sors du rang, je vais me faire abattre. On nous avait prévenus. Un seul pas de travers serait considéré comme une tentative d'évasion. C'était simple. C'est une rafale de balles qui nous attendait. Et eux, ils en avaient parfaitement le droit du point de vue de la loi.